est Monsieur Al-Hassan et pourquoi est-il poursuivi par la CPI? Monsieur Al-Hassan Ag Abdelaziz Ag Mohammed Ag Mahmoud aurait été membre d'Ansar al-Din et aurait été commissaire de facto de la police islamique. Il aurait également été associé au travail du tribunal islamique à Tombouctou et aurait participé à l'exécution de ses décisions. M. Al-Hassan est accusé devant la Cour pénale internationale des crimes prétendument commis à Tombouctou, au Mali, en 2012 et 2013, comme suit. Des crimes contre l'humanité qui auraient été commis entre le 1er avril 2012 et le 28 janvier 2013 dans le contexte d'une attaque généralisée et systématique commis par les groupes armés Ansar al-Din et Al-Qaïda au Maghreb islamique, autrement dit AQMI, contre la population civile de Tombouctou et de sa région. Ces crimes incluent précisément torture, viol, esclavage sexuel, autres actes inhumains, y compris entre autres des actes prenant la forme de mariage forcé et persécution, et aussi de crimes de guerre prétendument commis dans le contexte d'un conflit armé à caractère non international ayant eu lieu d'avril 2012 à janvier 2013 et qui inclut torture, traitement cruel, atteinte à la dignité de la personne, condamnation prononcée sans un jugement préalable rendu par un tribunal régulièrement constitué et assorti des garanties judiciaires généralement reconnues comme indispensables, attaque intentionnellement dirigée contre des bâtiments protégés consacrés à la religion et monuments historiques, viol et esclavage sexuel. Que se passera-t-il à l'ouverture du procès? Le 14 juillet 2020, M. Al-Hassan comparaîtra devant la Chambre de première instance 10 de la Cour pénale internationale, composée de 3 juges. M. le juge Antoine Kessia Mbe-Mindoua, juge président, Madame la juge Tomoko Akane et Madame la juge Kimberly Prost. En raison de la situation actuelle liée au Covid-19, les participants prendront part à l'audience soit depuis le siège de la Cour, soit à partir d'endroits distincts en dehors de la Cour. À l'ouverture du procès, les charges portées contre M. Al-Hassan lui seront lues et les juges s'assureront qu'il les comprend dans la langue qu'il parle. Et lui demanderont alors s'il souhaite faire un aveu de culpabilité ou plaider non coupable. L'accusation prononcera ensuite ses déclarations d'ouverture du procès. Par la suite, le procès reprendra le 25 août 2020, date à laquelle l'accusation commencera à présenter ses moyens de preuve et ses témoins devant les juges. Cette phase prendra probablement du temps et à son issue, les représentants légaux des victimes pourront présenter leurs observations, puis la défense pourra présenter ses moyens de preuve et citer des témoins à comparaître. Les représentants légaux des victimes et de la défense ont donc choisi de ne pas faire leur déclaration d'ouverture maintenant, mais de la faire à une date ultérieure avant le début de leur présentation de preuves respectives. Ces déclarations auront lieu alors après la conclusion de la présentation des moyens de preuve par l'accusation. Le bureau du procureur doit prouver la culpabilité de l'accusé. À la fin du procès, les juges de la Chambre de première instance ne déclareront l'accusé coupable que s'ils sont convaincus que les charges ont été prouvées au-delà de tout doute raisonnable. À l'issue des audiences du procès, les juges rendront leur jugement dans un délai raisonnable, le verdict sera lu en public et l'accusé sera acquitté ou déclaré coupable. S'il est jugé coupable, une peine lui sera infligée. L'accusation et la défense peuvent faire appel du jugement ou de la décision relative à la peine éventuellement devant la chambre d'appel de la Cour pénale internationale. Combien de temps durera le procès? Un procès peut durer plusieurs années devant la Cour pénale internationale en fonction de la complexité de l'affaire et des difficultés qui peuvent survenir. Les juges veillent au respect des droits de l'ensemble des parties et participants. Les affaires concernant des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité tendent à être complexes en raison du nombre d'événements considérés et de la longueur de la période visée. Elles peuvent être longues aussi du fait des mesures d'ordre logistique et linguistique. Les procédures se déroulent en plusieurs langues et ces mesures-là doivent être prises pour préserver les droits de l'accusé,
pour protéger les témoins et pour faciliter la participation des victimes. Les juges sont toutefois déterminés à mener le procès le plus rapidement possible. Quels sont les droits de l'accusé pendant le procès? M. Al-Hassan est présumé innocent. Il bénéficie de certains droits au cours du procès devant la Cour pénale internationale. Par exemple, il peut être défendu par l'avocat de son choix. Il pourra présenter ses propres éléments de preuve et faire citer ses propres témoins. Il pourra aussi s'exprimer dans une langue qu'il comprend et parle parfaitement. Il doit être informé en détail des charges qui pèsent contre lui dans une langue qu'il comprend et parle parfaitement. Il doit également disposer du temps et des facilités nécessaires pour préparer sa défense et communiquer librement et confidentiellement avec ses avocats. Il devra être jugé sans retard excessif ou injustifié. Également, il ne peut pas être forcé de témoigner contre lui-même ou de s'avouer coupable. Il pourra garder le silence sans que ce silence soit pris en considération pour déterminer sa culpabilité ou son innocence. Enfin, le procureur doit communiquer à la défense les éléments de preuve susceptibles de disculper l'accusé ou qui tendent à le disculper ou à atténuer sa culpabilité, ou sont de nature à entamer la crédibilité des éléments de preuve à charge. Les juges de la Cour pénale internationale sont les garants de l'équité du procès et du respect des droits de la défense. Si M. Al-Hassan est jugé coupable à la fin du procès, quelle peine la Cour peut-elle prononcer à son encontre? La peine de mort n'est pas prévue par les textes de la Cour pénale internationale en cas de déclaration de culpabilité. Si l'accusé est déclaré coupable à la fin du procès, les juges peuvent prononcer une peine d'emprisonnement à laquelle peut s'ajouter une amende ou la confiscation des profits, des biens et des avoirs tirés directement ou indirectement des crimes commis. La peine maximale qui peut être prononcée par les juges est de 30 ans d'emprisonnement. Toutefois, dans des cas extrêmes et au vu notamment de la situation particulière de la personne déclarée coupable, la Cour peut infliger une peine d'emprisonnement à perpétuité. L'accusation et la défense peuvent faire appel de la décision relative à la peine devant la chambre d'appel de la CPI. Les personnes déclarées coupables de crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale ne purgent pas leur peine au quartier pénitentiaire de la Cour à La Haye, celui-ci n'étant pas prévu pour les emprisonnements de longue durée. Toute personne condamnée est donc transférée vers un établissement situé dans un État désigné par la Cour parmi une liste d'États qui ont indiqué être disposés à accepter la personne condamnée sur leur territoire pour qu'elle y purge sa peine. Les victimes participent-elles au procès et comment? La majorité des 880 victimes ayant participé à la phase préliminaire sont en attente de décision de la Chambre en ce qui concerne leur participation pour la phase de procès. Environ 270 nouvelles victimes n'ayant pas participé à la phase préliminaire sont en attente également d'une décision par la Chambre. Le greffe de la Cour continue de collecter des formulaires dans le cadre de la participation des victimes au procès Al-Hassan. Il revient donc au juge de décider des victimes qui pourront participer au procès. Les victimes déjà autorisées à participer sont représentées par leurs représentants légaux, les avocats Maître Seydou Doumbia, Maître Mayombo Kassongo et Maître Fidel Nsita Luvenjika. Par l'intermédiaire de ces avocats, puisque les victimes n'ont pas en principe la possibilité d'être présentes dans la salle d'audience, les victimes donc à travers ces avocats participent à la procédure et peuvent exercer certains droits. Les avocats des victimes peuvent accéder au dossier de l'affaire, y compris les décisions de la Chambre, les écritures des parties et des participants et du greffier, les transcriptions et les éléments de preuve communiqués par les parties et transmis à la Chambre. Ils peuvent également recevoir des notifications des documents déposés. Ils peuvent aussi assister à toutes les audiences publiques et non publiques tenues dans l'affaire, sauf décision des juges. Les avocats des victimes peuvent aussi présenter des conclusions écrites sur des questions de fait et de droit et répondre aux écritures des autres parties. Ils peuvent également faire des déclarations d'ouverture, présenter des éléments de preuve sur autorisation de la Chambre. Et enfin,
Les avocats des victimes peuvent aussi interroger des témoins. Les victimes pourront-elles obtenir des réparations? Le greffe de la Cour peut collecter tout au long de la procédure des formulaires des victimes souhaitant demander réparation dans cette affaire. Mais la question des réparations pour les victimes est traitée par les juges de la CPI si, à l'issue du procès, l'accusé est déclaré coupable. La Chambre de première instance peut alors ordonner à une personne condamnée d'octroyer des réparations aux victimes pour les crimes dont elle a été reconnue coupable à l'issue du procès. Les réparations devant la CPI peuvent prendre différentes formes. Par exemple, une compensation monétaire, la restitution des biens, des mesures de réhabilitation ou des mesures symboliques telles que des excuses ou des commémorations. La Cour peut accorder soit une réparation individuelle, soit une réparation collective, selon ce qui, à son avis, convient le mieux aux victimes dans l'affaire considérée. La Cour peut également demander à un fonds au profit des victimes de participer à la mise en œuvre des ordonnances de réparation, y compris lorsque la personne déclarée coupable n'a pas de ressources financières suffisantes à cet effet. Quelles sont les conditions de détention au quartier pénitentiaire de la CPI? Le quartier pénitentiaire de la CPI est situé dans une prison néerlandaise à Scheveningen, dans les faubourgs de La Haye, aux Pays-Bas. Il sert à garder en toute sécurité et dans des conditions de détention humaines les personnes détenues sous l'autorité de la CPI. Le quartier pénitentiaire de la CPI satisfait, pour le traitement des détenus, aux normes internationales les plus élevées en matière de droits de l'homme, comme par exemple l'ensemble des règles minima des Nations Unies. Des inspections inopinées sont régulièrement effectuées par une autorité indépendante chargée de contrôler les conditions de détention et le traitement réservé aux détenus. Les personnes détenues sont présumées innocentes tant que leur culpabilité n'a pas été établie. Si elles sont reconnues coupables, elles n'exécutent pas leur peine au quartier pénitentiaire de la CPI, dans la mesure où ce dernier n'a pas été conçu pour héberger des détenus condamnés. Ces personnes sont alors transférées dans un établissement pénitentiaire situé en dehors des Pays-Bas pour accomplir leur peine, sous réserve d'un accord entre la CPI et l'État chargé de l'exécution de cette peine. Qui sont les juges qui siègent dans cette affaire? La Chambre de première instance 10 de la Cour pénale internationale est composée de 3 juges. Le juge Antoine Kessia Mbemindua, juge président, la juge Tomoko Akane et la juge Kimberly Prost. Les juges de la CPI sont des personnes jouissant d'une haute considération morale, connues pour leur impartialité et leur intégrité, et réunissant les conditions requises dans leurs États respectifs pour l'exercice des plus hautes fonctions judiciaires. Tous et toutes ont une grande expérience en rapport avec l'activité judiciaire de la Cour. Les juges de la CPI sont élus par l'Assemblée des États parties sur la base de leurs compétences reconnues en droit pénal et en procédure pénale dans des domaines pertinents du droit international, tels que le droit international humanitaire et les droits de l'homme.